C'est bon. Très bien. Bien, bah, écoutez, je vous remercie de cette invitation à participer à ces échanges. Je n'ai pas pu me rendre à Mons. Je suis un peu bloqué à Rouen, mais en tout cas, je suis ravi d'assister au moins à distance à cette matinée et de participer. Alors moi, je suis pas, je suis directeur adjoint du musée seulement, hein. Petite correction, mais c'est bien le musée national de l'éducation. Alors avant de rentrer dans le sujet donc, que j'avais proposé pour la publication et sur lequel je vais revenir, donc que j'avais intitulé Regard queer sur l'école, représentation des sexualités et identité de genre en milieu scolaire. Je voulais revenir très rapidement sur le Musée national de l'éducation. Tout le monde autour de la table, j'imagine, connaît le musée et ses collections. Mais dans le doute, une petite piqûre de rappel. Donc, le Musée national de l'éducation, qui aujourd'hui est installé à Rouen, en Normandie, est l'héritier du musée pédagogique créé par Jules Ferry et Ferdinand Buisson en 1879. Euh, En haut à droite, une photographie qui montre une des salles du musée pédagogique vers 1900 dans les locaux de la rue Gay-Lussac, je crois. Et puis en bas, deux photographies du Musée national de l'éducation actuel. À gauche, pour ceux qui connaissent, celles et ceux qui connaissent le centre de ressources, où se trouvent les collections et les réserves. Et puis à droite, le centre d'exposition. Alors, ce musée national de l'éducation, il conserve aujourd'hui plus de 950 000 objets et documents qui viennent documenter l'histoire de l'éducation sur un temps long, du XVIe siècle à nos jours. Et on entend ici l'éducation au sens large, donc il s'agit d'éducation scolaire. Le parcours du visiteur est quasiment uniquement centré sur l'éducation scolaire, mais aussi l'éducation populaire, l'éducation familiale, etc. Donc là, j'ai mis quelques images qui représentent de manière très incomplète la diversité des collections, de la littérature jeunesse, des plans didactiques, des outils de l'écolier, des éditions anciennes, du matériel scientifique, des photographies, etc. Pour terminer cette présentation rapide, le musée est très attaché au fait que ces collections servent à mettre le contemporain en perspective historique. C'est inscrit dans son projet scientifique et culturel qui est en cours de réécriture d'ailleurs, mais il y a fort à parier que cette orientation restera très, très forte dans le projet. Ici, je vous ai mis trois exemples, mais j'aurais pu en prendre plein d'autres, d'événements, d'expositions ou de conférences qui illustrent cette volonté. En 2017, une exposition l'école en Algérie, l'Algérie à l'école, qui revenait sur la relation franco-algérienne de 1830 à nos jours à travers le prisme de l'école. Euh, une exposition plus récente à droite, dont je vous ai aussi mis l'affiche, métier d'enseignant, métier d'élève, qui s'est achevé il y a un peu moins d'un an et qui euh, explorait des questionnements très contemporains sur la notion de métier, notamment d'élèves. Et puis au milieu, une affiche qui, il y a quelques années, enfin d'une conférence débat, il y a quelques années sur le rôle des jeux vidéo. Bon voilà, pour un petit panel de thématiques que le musée peut aborder. Alors, le projet, enfin, le texte que j'ai proposé pour la publication et sur lequel je propose de revenir ce matin, il s'inscrit en fait dans un travail plus large du musée sur une thématique qu'on a intitulée, faute de mieux, éducation et LGBTI. Euh, Petite incise, je vais beaucoup utiliser l'acronyme LGBTI. Je ne sais pas s'il est clair pour tout le monde ou si certaines d'entre vous souhaitent que je le décompose et que j'explique. C'est clair pour tout le monde? Super. Euh, alors, l'objectif de ce projet, de ce travail, plus largement, c'est de questionner les liens donc, entre éducation, donc entendu au sens large, hein, j'insiste, et problématiques ou sujets liés aux questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Au départ, ça s'inscrit dans la perspective d'une exposition, d'un projet d'exposition intitulé Les adolescents et l'amour, qui devait avoir lieu en 2024, donc qui finalement va certainement être repoussé et dont évidemment les questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre constituaient un des tiroirs, un des chapitres. Et puis aussi un travail plus large du musée, alors mené ça depuis plus longtemps encore, sur les questions d'égalité filles-garçons. Parallèlement, on sait que
euh, les politiques gouvernementales depuis au moins le début des années 2010 mènent une action assez claire sur la lutte contre les LGBTI-phobies. Il y a eu les campagnes officielles, notamment du ministère de l'Éducation nationale de 2013, 2015 et 2019. Je vous montrerai les affiches tout à l'heure. Le rapport Téchenet en 2013, la création d'observatoires académiques des LGBTI-phobies ces dernières années, notamment dans l'Académie de Paris, qui a été la pionnière, jusqu'à la circulaire pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l'identité de genre en milieu scolaire, qui date du mois de septembre 2021. Donc, le Musée national de l'éducation, ici, s'inscrit dans l'accompagnement de ces politiques gouvernementales. Alors, il s'agit d'un travail, en tout cas pour le musée, qui se construit de manière très partenariale, sur le long terme avec des acteurs associatifs, dont je vous ai mis ici quelques logos. Donc, le Centre LGBT Normandie, il y a un ancrage local assez important puisque le musée est situé à Rouen, hein, même si c'est un musée d'ampleur et d'ambition nationale. La délégation normande du refuge, une association et deux associations locales très actives, Très colorées et Lesbiens Taguettés. C'est une action qui... Ouais. Quelqu'un a posé une question? Ah, excusez-moi. C'est une action qui s'adresse à tous les publics, y compris scolaires, mais pas seulement, qui ambitionne à la fois aussi de collecter des items, des objets, des documents, vous allez en voir un certain nombre dans la présentation, afin de constituer une collection qui témoigne de ce patrimoine éducatif LGBTI, mais c'est aussi un travail, un processus qui nécessite de revoir les pratiques documentaires. Ça, j'y reviendrai un peu plus bas, un peu plus loin tout à l'heure. Cette collection collectée par le musée, j'arrive au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, elle permet d'identifier un certain nombre de représentations qui jusqu'ici passaient un peu en dessous des radars, si vous me passez l'expression. Quand on a commencé le travail en 2017 et qu'on a tapé dans la base de données des collections 950 000 items quand même, LGBT, homosexualité, etc., rien ne sortait, vous voyez. Donc, il était nécessaire de collecter des choses et ça a permis donc de générer ça a permis d'identifier de nombreuses représentations que je vais vous présenter, représentations figurées mais aussi littéraires, fictionnelles ou documentaires, relevant d'une culture classique entre guillemets ou d'une culture populaire. Je ne sais pas si on peut reprendre le terme de pop culture par exemple en cours de constitution. Représentations qui, par ailleurs, et ça je vais assez lourdement insister sur le sujet, se sont construites assez souvent, jusqu'au début des années 2000, dans un contexte défavorable, sinon répressif, voire oppressif. Alors, commencer, dans un premier temps, je vais vous parler donc des représentations de l'homosexualité en contexte éducatif et dans un contexte aussi plutôt oppressif. Alors, interroger les représentations des sexualités et identités de genre en milieu scolaire, c'est évidemment, pour une période assez longue, s'intéresser à une mémoire en creux qui est fondée sur une invisibilisation qui prévaut, je dirais, jusqu'à la fin du XXe siècle, voire jusqu'au début du XIXe siècle. Rappelons que il faut attendre 1982 pour qu'en France, les mesures discriminatoires mises en place par le régime de Vichy à l'égard de l'homosexualité soient supprimées. C'est ce qu'on appelle souvent par erreur d'ailleurs la dépénalisation de l'homosexualité. Il faut attendre 1992 pour que celle-ci ne soit plus considérée comme une pathologie psychiatrique par l'Organisation mondiale de la santé. Cette condamnation, elle a produit donc une invisibilisation longue, mais aussi des représentations finalement, et ça c'est paradoxal. Alors des représentations qui souvent en fait sont là pour dénoncer. C'est notamment le cas de l'imagerie religieuse. Ici, je vous propose deux exemples. Le premier à gauche, donc l'image un peu verte là, a été édité par Wisner vers 1870. C'est une planche didactique. On peut parler de planche didactique ici pour un cours de catéchisme qui illustre le sixième commandement. Luxurieux point tu ne seras de corps ni de consentement. Et l'image, alors il faut avoir l'objet sous les yeux parce que le texte est très petit et la représentation est quand même compliquée à lire ici, mais la représentation est celle de la destruction de Sodome qu'on voit au milieu, et le texte qui est porté en dessous est extrait de Saint Paul.
il me semble. À droite, un document un peu plus récent, on est vers 1930, des éditions Spes. Il s'agit là aussi d'un carnet de préparation, enfin de planches didactiques pour le catéchisme. Il s'agit de documents d'assez grande taille. Et l'image, donc on est ici, vous voyez, sur le titre de la planche, pardon, Soyons purs de corps et de cœur. L'image du bas nous indique qu'il faut éviter l'oisiveté, l'intempérance, les amitiés sensuelles, les conversations déshonnêtes, les lectures troublantes, les spectacles, les cinémas immoraux, les toilettes, tenues et danses immodestes. Alors là, on retient les amitiés sensuelles, évidemment. Je ne sais pas s'il faut considérer comme amitié sensuelle, par exemple, la relation des deux personnages qui boivent une bière, a priori en bas à gauche de l'image, vous voyez. Mais on est ici dans le sous-entendu qui est dans une condamnation qui est moins explicite quand elle vient d'institutions scolaires. Ici, un exemple, donc un ouvrage d'André Le Gall, l'éducation sexuelle selon les caractères. On est après-guerre ici, on est en 1956, c'est-à-dire qu'on est en France à un moment assez fort dans la répression de l'homosexualité après-guerre. On n'est pas très loin de la loi sur les fléaux sociaux de 1960, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Et ici, donc André Gall, donc, qui est un inspecteur général de l'instruction publique, ancien professeur de philosophie, je crois, classe en fait les élèves par type de caractère. Et chaque chapitre étant, j'aurais dû vous mettre l'image d'ailleurs, introduit par une photographie qui donne le visage type, donc du nerveux, du sanguin, du lymphatique, etc. Et l'auteur nous indique que l'extrait que je vous ai mis là, page 21, les nerveux marqués sont alors tentés par des déviations sexuelles comme le nerveux André-Gide. On est en 58, je crois qu'André-Gide est mort depuis peu. Ou par les complications et mises en scène, les accompagnements masochistes ou sadiques, etc. Et un peu plus loin d'ailleurs, il est question d'un autre auteur dont l'homosexualité est moins évidente que, enfin, exprimée de manière moins évidente que celle de Gide. Il s'agit de Pierre Loti, puisque la dernière phrase de cette page, c'est « Dans la même ligne psychologique, les nerveux adultes recherchent encore, selon les composantes de leur caractère, ou bien les spectacles d'horreur de style grand guignolesque, ou bien comme Pierre Loti, la poésie pessimiste des ruines et des désolations. » On est ici typiquement en fait dans le type de littérature qui est produite par l'institution après-guerre, héritière en fait de condamnation de l'homosexualité qui fonde ses représentations sur un discours médical fortement empreint de théories empruntées notamment à la psychanalyse. Alors dans ce contexte, il est étonnant de voir apparaître des représentations, alors ici littéraires, qui évoquent de manière non voilée en fait des relations homosexuelles en contexte scolaire. La plus célèbre, c'est évidemment l'ouvrage de Roger Perfit, Les amitiés particulières, édité en 1943, donc pas au meilleur moment, vous voyez, qui obtient le prix Renaudot en 1944, qui raconte l'histoire d'amour de deux élèves dans un pensionnat isolé, je crois, dans une campagne. L'ouvrage est édité au cinéma par Jean Delannoy en 1964. Alors là, je vous ai mis une édition de 1966, mais qui est intéressante parce que la couverture est illustrée par un photogramme tiré du film de Delannoy. Et puis l'affiche du film donc, qui avait été sélectionnée pour la Mostra. Alors on sait que le film, à sa sortie en 1964, a suscité une réaction extrêmement vive de François Mauriac dans le Figaro littéraire, dénonçant l'immoralité en fait du propos, et ça a valu à Mauriac une réponse assez enflammée de Perfit dans la revue Art, où Perfit en fait outait, on dirait aujourd'hui, Mauriac. C'est intéressant parce qu'en fait Perfit est un proche de la revue Arcadie, qui était fondée par André Baudry en 1954, et qui pendant longtemps, en fait, en tout cas dans la troisième quart du XXe siècle, est la principale association homosexuelle. L'association parle de regroupement homophile,
Et Arcadie a alors pour but, je cite, d'intégrer l'homosexualité dans la société à travers la démonstration de sa normalité et de sa respectabilité. Alors, certes, respectabilité, on ne trouve pas dans les amitiés particulières de scènes de passages racontant une relation charnelle, mais en revanche, les élans sentimentaux sont évidents. À peu près en même temps, Monterland écrit Les Garçons, qui sera publié plus tard, en 1969, qui est partiellement autobiographique et qui raconte aussi des émois assez chastes. Alors, c'est moins chaste chez Monterland que chez Perfit. Hors contexte francophone, des films, notamment les deux premiers, qui souvent sont peu identifiés, en tout cas par le public français. Je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique, mais Léontine Sagan réalise en 1931 Jeune fille en uniforme, Mädchen in Uniform, qui est un film tiré d'une pièce du même titre de Christa Winslow, qui est réadapté en 1958 par Geza von Radvani, je ne sais pas comment on dit, avec Romy Schneider. Donc c'est l'affiche de gauche qui raconte, le film raconte, enfin la pièce et les deux films racontent l'attirance amoureuse d'une élève pour sa professeure. L'élève ici est joué par Romy Schneider. Au milieu, l'affiche du film Olivia. Il s'agit d'un ouvrage de l'anglaise Dorothy Bussy, publié en 1949, adapté dès 1951 par Jacqueline Audry, avec Edwige Feuillère dans le rôle de la directrice du pensionnat dans lequel se déroule la relation amoureuse et l'expression des désirs entre élèves. Donc vous voyez, finalement, en contexte francophone, mais aussi anglophone, on trouve des expressions dans cette immédiate après-guerre relativement claires de relations homosexuelles et d'élan affectif homosexuel entre élèves, parfois aussi, c'est le cas chez Monterland et c'est aujourd'hui plus problématique en fait pour le public d'aujourd'hui, entre élèves et entre enseignants. Et puis, évidemment, mais là, on sort un peu du cadre national de l'éducation. Beaucoup plus tard, en 1987, Maurice, le film de Ivory, qui raconte l'histoire d'amour entre deux étudiants, mais là, on est dans l'enseignement supérieur, on est à Cambridge. Alors, toutes ces œuvres, elles s'inscrivent en fait dans une longue tradition qui est longue tradition littéraire, qui est celle des amitiés particulières, qui constitue finalement presque un genre en soi, auquel Perfit emprunte d'ailleurs le titre de son roman, hein, dans ces œuvres qui constituent donc ce corpus d'amitié particulière. On trouve notamment les romans mal connus aujourd'hui d'Achille Esbach. Il y aurait certainement un recensement à faire de ces œuvres et des études à mener. Peut-être qu'elles existent, peut-être que je ne les ai pas identifiées, c'est très possible. Si vous en avez connaissance, n'hésitez pas à me les signaler. Dans tous les cas, c'est intéressant de remettre tout ça en perspective. Florence Tamagne, dont on connaît les travaux sur l'histoire de l'homosexualité, suggère que la structuration des collèges français et des public schools anglaises comme lieu clos destiné à protéger les élèves, finalement, a paradoxalement favorisé l'émergence de ces rapprochements amoureux entre élèves du même sexe. Et c'est vrai que Jeune fille en uniforme, Olivia, Les Garçons de Monterland et Les Amitiés particulières de Perfit se passent tous dans des lieux clos de type pensionnat. En tout cas, il y a un contraste saisissant, vous le voyez, entre ce que produit la littérature et le cinéma, d'un côté, et ce que peut dire l'institution, par exemple André Le Gall, au même moment. Alors, deuxième axe, comment on représente, là je change de perspective, comment on représente l'homosexualité et les questions LGBTI, mais on va d'abord parler d'homosexualité pour la jeunesse, cette fois-ci. Évidemment, vous vous en doutez, le discours produit par l'institution scolaire rejoint, c'est sans surprise pour jusqu'à la fin du XXe siècle, celle d'une discrimination et d'une invisibilisation plus générale. Il est peu étonnant de constater que le corpus traditionnel du patrimoine scolaire ne livre que très peu de représentations d'une sexualité condamnée. Certes, certains travaux d'élèves, et là j'aurais adoré vous montrer une photo, mais je n'en avais pas, font parfois émerger de manière tout à fait exceptionnelle
et remarquable, mais aussi très isolé, des témoignages. J'ai en tête un album Tortel. Je ne sais pas si vous identifiez tous ce qu'est la pédagogie Tortel. Vous savez, Geneviève Tortel, cette inspectrice pour la maternelle qui active notamment dans l'Académie de Paris. On est vraiment dans les années 50, si ma mémoire est bonne, qui met en place une pédagogie particulière, qui aujourd'hui, d'un point de vue patrimonial, se matérialise par des grands albums dans lesquels les institutrices, essentiellement des femmes, collectaient les productions des élèves. Et donc, dans un album réalisé vers 1950 avec une thématique portée toute l'année sur la famille et le mariage, le petit Jean-Paul, 5 ans, évoque son souhait de se marier avec son camarade Yves. Et ce qui est vraiment curieux, c'est que dans la retranscription de l'échange que fait l'institutrice, euh, euh, on ne voit pas, en tout cas l'institutrice relate l'échange, mais sans porter de jugement et sans condamner ou sans essayer de redresser, si j'ose dire, le propos de Jean-Paul. Mais c'est un témoignage tout à fait exceptionnel. Dans la plupart des cas, jusque dans les années 80-90, même 90 en fait, l'homosexualité n'est pas nommée. Je prends par exemple ici un manuel de sciences naturelles de 1988 à destination du collège, je crois que c'est pour la classe de quatrième. Ces manuels montrent que le propos est essentiellement centré sur la procréation. C'est une éducation sexuelle qui est essentiellement centrée sur la procréation dans une perspective plutôt hétéronormée. Dans les années 80, là on est en 88, alors que le sida, l'épidémie de sida fait des ravages depuis 5 ou 6 ans, là en 88, vous voyez, on constate, si vous vous intéressez donc à la page qui est reproduite à gauche, j'essaie de retrouver la ligne, voilà. En 1980, la maladie est décrite pour la première fois aux États-Unis chez les homosexuels masculins. En 1982, les groupes à risque, c'est-à-dire susceptibles d'être atteints par le sida, sont définis. Outre le groupe précédent, ils comprennent les toxicomanes échangeant leurs seringues, les personnes ayant reçu des transfusions sanguines. Actuellement, la maladie atteint les nouveau-nés contaminés par leur mère, etc. Elle se transmet aussi au cours de relations sexuelles entre un homme et une femme si l'un d'eux est contaminé. Donc là, on est en 88. On voit finalement que l'épidémie de sida va obliger l'institution scolaire, en tout cas les éditeurs de manuels, mais aussi l'institution scolaire, à évoquer donc le, le sida, l'homosexualité, pardon, et le sujet va émerger encore plus clairement dans les manuels de SVT des années 1990, toujours en lien avec le VIH. Rappelons-nous que AIDS est fondé en 84, mais est reconnu d'utilité publique en 90, et qu'ACT UP est créé en 89. En revanche, on ne trouve pas dans ces manuels de sciences de SVT, on ne trouve pas de représentation figurée de couples de même sexe, alors qu'on en trouve évidemment de couples hommes-femmes, d'abord par la photographie, et puis ensuite, plus pudiquement, dans les années 90-2000, par le dessin. Rappelons-nous qu'en 2008, le rapport de la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, le rapport intitulé « La place des stéréotypes et des discriminations dans les manuels scolaires français », pointait la très faible place accordée aux questions d'orientation sexuelle, abordées uniquement dans le contexte de prévention contre le sida, en 2008. Il serait intéressant de voir quels seront les effets sur les manuels scolaires des lois élargissant la procréation médicalement assistée aux femmes seules et aux lesbiennes. Rappelons que c'est possible depuis 2006 en Espagne, 2007 en Belgique et 2021 en France. Est-ce que cette évolution du contexte législatif et réglementaire fera émerger de nouvelles images de couple et de parentalité dans les manuels de SVT? C'est une question qui méritera d'être surveillée. Autre exemple de représentation de l'homosexualité pour la jeunesse en contexte scolaire. Les manuels de français et de littérature, comment abordent-ils la relation Rimbaud-Verlaine jusque dans les années 2000, jusqu'au début des années 2000, cette relation, elle est soit tue, soit présentée de manière très euphémisée ou encore de manière négative. Alors, 3 exemples. En 1924, le tableau de la littérature française publié par Stropski nous indique que Verlaine reste d'abord dans les sages chemins, il se fiançait, il se mariait. Malgré l'insociabilité de Rimbaud, Verlaine s'attache follement à cet inquiétant compagnon. Pour lui, il quitta sa femme. 3 petits points, il lui pardonnera ses vices.
En 88, le manuel de français que je reproduis ici nous dit que avec Rimbaud, Verlaine reprend ses anciennes tentations, homosexualité, ivresse. Alors là, c'est intéressant parce qu'on est en 88, dans un contexte a priori plus favorable. Hein, comme je vous le disais, en 82, en France, les mesures discriminatoires de Vichy sont abolies. Mais en fait, cette association que fait ce manuel scolaire entre homosexualité et ivresse rappelle très fortement, en fait, l'amendement Mirguet sur la loi sur les fléaux sociaux, de la loi sur les fléaux sociaux passée en 1960, qui regroupait donc sous le terme fléau social l'alcoolisme, la tuberculose, la prostitution et l'homosexualité, si ma mémoire est bonne. Intéressant de voir, vous voyez, comment presque près de 30 ans plus tard, finalement, alcoolisme et homosexualité sont toujours associés, finalement, ici, à travers l'exemple de Verlaine. Et en 95, alors que le film d'Agnieszka Holland, Rimbaud-Verlaine, par exemple, sort et est largement diffusé sur les grands écrans, des manuels scolaires conservés par le Musée national de l'éducation euphémisent encore, voire taisent la relation Rimbaud-Verlaine. Il faut attendre finalement les premières années du XXIe siècle pour voir la relation nommée. Évidemment, en ne nommant pas et en offrant soit aucune représentation, soit des représentations négatives, les manuels ici participent longtemps à un processus d'invisibilisation qui retarde aussi l'émergence de modèles positifs pour les élèves LGBTI+, ce qui n'est pas sans effet sur l'acceptation que les élèves, notamment, peuvent avoir d'eux-mêmes. Alors, parallèlement, que se passe-t-il dans la littérature jeunesse? On se rend compte que le mouvement est plus rapide et que le sujet, finalement, émerge dès les années 70, notamment dans les documentaires. Alors, la très célèbre encyclopédie de la vie sexuelle, de la physiologie à la psychologie, qui a été très largement diffusée à partir de 1973, si ma mémoire est bonne, 4 volumes découpés par tranche d'âge. Donc cette encyclopédie aborde la question de l'homosexualité. Alors, notamment le dernier volume pour les 14-16 ans. Alors ici, il y a quelque chose de vraiment intéressant. Donc à droite, je vous ai mis la couverture. À gauche, la page 154, on est tout à la fin du volume, qui s'intéresse donc à toutes les déviations identifiées comme telles à l'époque. Alors sur la même page, vous verrez qu'il est question d'homosexualité, d'exhibitionnisme et des autres malades sexuels, je cite. Mais le propos, j'essaie de retrouver les lignes, évidemment, je ne les retrouve pas. Voilà, le propos, en fait, est suivant. Vous voyez, tout en haut de la ligne de la colonne de droite. Certes, une expérience homosexuelle ne suffit pas à compromettre l'avenir, mais l'adolescence est une période piégée. Certains adultes dont l'instinct sexuel a été dévié plus tôt le savent bien. Donc là, il s'agit de mettre en garde, en fait, contre les attachements affectifs entre adolescents du même sexe. Alors, ce qui m'intéresse ici particulièrement, c'est l'illustration choisie par l'éditeur Hachette en 73 pour cette page sur l'homosexualité et les autres maladies sexuelles, entre guillemets, hein, évidemment. En bas à gauche, vous voyez que en fait, l'éditeur a choisi une image tirée du Satyricon de Fellini, qui est sorti, je ne vais pas vous dire de bêtises, en 69, donc 4 ans plus tôt. L'image montre Ancolpe et Giton, qui donc, sont deux protagonistes importants du film, hein, qui adaptent, vous savez, le roman antique de Pétrone. Et là, vous voyez, on retrouve finalement un écho de ce que je vous disais tout à l'heure sur. C'est probablement un écho de ce que je disais tout à l'heure sur le rôle d'Arcadie, notamment, sur la vision d'une homosexualité rendue respectable ici par son inscription, enfin acceptable en tout cas dans sa représentation, par son inscription dans la culture classique, l'Antiquité gréco-romaine, qui la rend, dans tous les cas, plus lointaine. Alors, les années 90, en contexte francophone toujours, on voit émerger toute une série de fictions qui abordent de manière beaucoup plus frontale et positive l'homosexualité. Je vous ai mis ici 2 exemples d'ouvrages pour la jeunesse écrits par Christophe Honoré, qu'on connaît peut-être mieux pour son œuvre cinématographique, Tout contre Léo, édité par l'École des loisirs, et Je ne suis pas une fille à papa. Le premier
si ma mémoire est bonne, aborde l'homosexualité par le biais du sida. On est en 96. Et le second, Je ne suis pas une fille à papa, aborde la question de l'homoparentalité de manière assez précoce, en 98. Donc bien avant les débats qui animeront la société française jusqu'à la révision de la loi de bioéthique la plus récente. Alors, on peut s'interroger sur la manière dont ces couvertures et illustrations, dont ces ouvrages, dont les couvertures et illustrations représentent en fait des situations d'homosexualité, de parentalité, voire plus tard dans les années 2000, j'aurais pu vous mettre des exemples de transidentité. La manière dont ces ouvrages apportent, notamment dans les CDI, dans les établissements scolaires, par l'intermédiaire des profs documentalistes, des images et des représentations finalement aux élèves. Pour terminer, sur la manière dont on représente pour les élèves, on ne peut pas passer à côté des campagnes du ministère de l'Éducation nationale, toutes les affiches publiées en 2013, 2015. Alors, il y a une erreur dans la légende, hein, ce n'est pas 1015, vous en doutez, et 2019, donc c'est dans l'ordre de gauche à droite, de 2013 à 2019, qui sont intéressantes sur la manière de représenter les choses. Dans la fiche de 2013, donc le grand point d'interrogation, on nomme, mais on ne représente pas. En 2013, dans la fiche du milieu, on représente, mais de manière particulière, puisque c'est sous le format d'une courte bande dessinée. Vous voyez, un élève garçon dit à sa copine, parlant de deux autres élèves, et sale pétale, mate-le, on dirait une meuf. Ensuite, l'élève garçon développe un discours homophobe, et son ami fille lui dit « Mais t'es vraiment un gros homophobe, quoi ». Le garçon répond « Tu rigoles ou quoi? Je suis pas homophobe, moi, les homophobes, tous des PD ». Donc, c'est intéressant de voir que finalement, ici, on ne représente pas l'homosexualité. Vous voyez, on ne sait pas si les deux garçons qui sont derrière, qui sont l'objet de l'insulte du départ, sont homosexuels, on n'en sait rien. En revanche, ce qu'on voit, c'est l'élève qui porte un discours homophobe. C'est lui qui est mis en avant. Et puis, donc, il y a une forme d'invisibilisation encore. Et puis, dans la fiche de droite, la dernière, celle de 2019, la plus récente, là, c'est la déclinaison lycée, mais il y a une déclinaison pour les collèges. On voit que l'affiche reprend finalement le rainbow flag, le drapeau arc-en-ciel. Ça, c'est intéressant. Donc, il y a une reprise par l'institution des couleurs et des symboles qu'on peut retrouver, notamment dans les marches des fiertés dans la rue. Alors, je vais peut-être accélérer, je ne sais pas si vous avez beaucoup de temps, je crois que j'ai encore un peu de temps. Les années 2000 voient se multiplier les représentations qui engendrent un vaste corpus, bande dessinée, séries télévisées, cinéma. Alors, je vous avoue que je suis moins connaisseur des séries télévisées, il y en a peut-être parmi vous, donc il ou elle n'hésite pas à me signaler ce qui serait important que je ne mentionnerai pas. Je vais plutôt me concentrer sur le cinéma et un peu la BD. Quelques films qui sont vraiment des jalons. Quand on a 17 ans, paru en 2016, film d'André Téchiné, qui montre en fait de manière très tendue l'attirance d'un personnage, d'un lycéen, joué par Corentin Fila, c'est celui qui est à droite sur l'affiche, pour un de ses camarades, Kassem Motekling, vous voyez à gauche, et la difficulté finalement pour les deux adolescents de se situer par rapport à l'attirance de l'un pour l'autre, et le rôle de la mère, qui est joué par Sandrine Kiberlin, qui ici joue un rôle plutôt bienveillant. En 2017, très célèbre, 120 battements par minute de Robin Campillo, alors qu'il raconte une histoire rétrospective, hein, puisque l'histoire du film se déroule au début des années 90, c'est l'histoire d'Act Up, notamment. Alors, le film parle peu d'éducation et de scolarité, mais il y a un passage, vous vous en souvenez peut-être si vous l'avez vu, extrêmement fort, à peu près au milieu du film, qui montre une intervention donc, brutale ou sauvage, je ne sais pas comment, en tout cas non préparée, de militants d'Act Up dans un lycée parisien. Et ce que montre Robin Campillo, c'est la variété des réactions des enseignants. Les militants d'Act Up donc, font irruption dans le lycée,
certains enseignants en classe, certains enseignants disent aux gens d'ACT UP parlez, ce que vous avez à dire est très important, je vous laisse la parole. Et puis d'autres, au contraire, essaient de sortir les militants d'ACT UP de leur classe. C'est intéressant sur ce que ça dit, évidemment, aujourd'hui, de la manière dont les artistes, le cinéma, peut-être aussi la société aujourd'hui, je ne sais pas, en tout cas, perçoit de la manière dont la communauté éducative peut réagir, notamment enseignante, peut réagir sur les questions d'homosexualité et de lutte contre le VIH. En tout cas, l'écho que 120 battements par minute a eu, en tout cas en France, je ne sais pas s'il était en Belgique, mais écho très fort ne permet pas de passer à côté. Enfin, il faut prendre en compte cet élément dans la réflexion, à mon sens. 2017, la même année que 120 battements par minute, pardon, je ne vous ai pas mis l'affiche, mais vous avez peut-être vu Call Me By Your Name, donc le film de Luca Guadagnino, adapté d'un roman d'André Aciman, je ne sais pas comment on dit, d'après un scénario de Jeff Ivory, donc, on a déjà évoqué tout à l'heure pour Maurice, qui raconte l'évolution d'une relation amoureuse entre un adolescent et un jeune adulte. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire se déroule en vacances, dans un décor totalement idyllique dans le nord de l'Italie, mais pendant des vacances scolaires, et qu'il évite soigneusement justement l'évocation du monde scolaire et qu'il se concentre sur la vision bienveillante de la famille. Ce qu'on retrouve dans d'autres films, par exemple Girl, là je vous ai mis l'affiche, donc film de Lucas Dont, qui est inspiré par le parcours de l'histoire, enfin par l'histoire de la danseuse Nora Monsecourt. C'est la trajectoire de Lara, adolescente transgenre passionnée de danse classique, dont le parcours, le film raconte essentiellement la transition et l'acceptation de cette transition. Le film met en avant deux figures positives, la figure du père et celle de la professeure de danse. En revanche, les pairs, PAIRS, en contexte scolaire, sont présentés de manière beaucoup plus hostile. On va y revenir tout à l'heure dans le cadre d'un autre film. C'est intéressant de l'avoir en tête. Intéressant aussi d'avoir en tête que, même si ça déborde la question de l'éducation, mais que le film a suscité une controverse assez vive. Hein, les associations de soutien aux personnes transgenres reprochant au cinéaste une approche peut-être trop cisgenre-centrée, et avec notamment le choix de l'acteur, de l'actrice, et une approche qui s'intéressait de manière excessive à la question de la génitalité du personnage et à sa souffrance physique, sans prendre en compte en fait d'autres facettes plus positives du parcours des adolescents trans. Là, je fais un pas de côté avec la bande dessinée, une bande dessinée importante pour les questions aussi de transidentité. Appelez-moi Nathan, de Catherine Castro et Quentin Zuiton, paru en 2018 chez Payot, qui raconte le parcours d'un adolescent trans à travers la variété de ses questionnements, la transformation du corps, la vie amoureuse, le rapport à l'institution scolaire, et notamment la délicate question des vestiaires. C'est la planche du milieu, notamment, que j'ai inscrite ici. Il est intéressant de voir ici, dans Appelez-moi Nathan, que finalement, l'institution scolaire joue un rôle plutôt positif, en tout cas plutôt bienveillant, comme la famille, ce qui n'est pas le cas de Petite Fille, un film documentaire de Sébastien Lifshitz, qu'on connaît pour d'autres réalisations, hein, en lien avec les questionnements LGBTI. Petite Fille a été diffusé en 2020 à la télévision à une heure de grande écoute. C'est un film qui a beaucoup résonné et qui raconte le parcours d'une petite, comme son nom l'indique, hein, ce titre l'indique, d'une petite fille qui doit avoir 5 ou 6 ans, je pense que ma mémoire est bonne, trans. Et là, clairement, le documentaire met en avant le soutien de la famille, très très fort, et du milieu médical, et en revanche, l'hostilité de l'école. Ça, c'est quelque chose sur lequel Sébastien Lifshitz met l'accent de manière extrêmement évidente. Donc, dans cette très rapide panorama, vous voyez, des films et quelques bandes dessinées sorties donc dans le courant des années 2010, tout début des années 2020,
finalement une institution scolaire qui apparaît un peu en demi-teinte encore dans sa manière d'accepter les questions les plus vives aujourd'hui liées aux transidentités. Alors, pour aller un peu plus loin, on s'est interrogé aussi au musée sur, là je vais abandonner la question de la manière dont on représente pour me concentrer plutôt sur celui du regard. Donc on s'est interrogé sur le regard qu'on pouvait porter sur un certain nombre de représentations et la possibilité ou pas d'adopter un regard queer. Queer au sens euh, de remise en cause de la norme, un terme qui comment dire, regroupe un sens qui a un sens large, oui, de remise en cause de la norme, qu'elle soit de genre, de sexualité, mais dans une dimension peut-être plus politique aussi, plus sociale. Alors, le premier travail qu'on a mené, c'était bien évidemment sur l'action du musée lui-même, puisque le musée, il est par essence producteur de normes destinées à organiser les collections et leur connaissance. Inventorier les objets, c'est créer des normes. Structurer leur documentation à travers des thésaurus spécifiques, c'est créer des normes. Je vous disais tout à l'heure que quand on a commencé le travail sur éducation LGBTI en 2017, on s'est rendu compte finalement que quand on interrogeait la base de données avec quelques mots-clés, on ne trouvait rien, rien ne ressortait. Et pourtant, certaines images que vous avez vues tout à l'heure, je pense par exemple aux planches didactiques de catéchisme, vous voyez, parlent de l'histoire de l'homosexualité. Mais elles étaient rendues invisibles en fait par la manière dont la documentation des collections était structurée. On a donc décidé d'intégrer les questions LGBTI au plan de classement du musée. Le plan de classement, c'est le cadre intellectuel et thématique général des collections. Et donc, dans la catégorie 3.6, alors c'est un peu professionnel, c'est un peu technique, je vais glisser assez vite, mais je vous ai mis ici une capture d'écran de ce plan de classement. Dans la thématique 3.6, autres enseignements et éducation et actions éducatives, on a donc intégré un axe 3.6.18, lutte contre les discriminations, et un 3.609, éducation à la santé et à la sexualité. En fait, jusque-là, toutes les questions LGBTI pouvaient potentiellement se retrouver dans, je crois, une éducation à la sexualité, ce qui, bien évidemment, ne prenait pas du tout en compte, par exemple, la question des luttes contre les discriminations. Alors, c'est intéressant parce que on s'est rendu compte finalement que notre action, on n'a rien inventé de particulier, hein. Elle s'inscrit dans un mouvement plus général du monde patrimonial et muséal sur le sujet, notamment qui, sans surprise, hein, apparaît dans la sphère anglo-saxonne, hors champ du patrimoine éducatif. Rappelons-nous que la Tate Britain, en 2017, a présenté son exposition Queer British Art 1861-1967, dont je vous ai mis ici la couverture du catalogue. Et puis, rappelons-nous aussi qu'en 2021, c'est très récent, la première édition du Congrès des jeunes chercheurs en histoire de l'art et archéologie, organisé par l'Institut national d'histoire de l'art en France, consacrait 2 ateliers à 1, ce que le genre fait à l'histoire de l'art au musée et aux expositions, et 2, pour une histoire de l'art queer. Et en 2022, si vous êtes de passage en Bretagne, je crois que c'est l'été prochain, le musée de l'école de Trégarvan, c'est dans le Finistère, prépare une exposition sur l'éducation sexuelle qui intégrera les questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Bon, je referme la parenthèse un peu professionnelle sur la manière de traiter d'un point de vue patrimonial ces collections. Je terminerai là-dessus, m'intéresser à la manière dont l'imagerie scolaire est détournée dans une perspective queer. Interroger les représentations hétéronormatives, hein, ça correspond, ça conduit évidemment à s'intéresser à ces détournements d'œuvres qui font partie du corpus scolaire traditionnel et qui, depuis quelques années, se multiplient. On commence à les voir, en fait, rentrer dans les collections du MUNAI. Je vais prendre 2 exemples. Le premier, il est issu de la communauté éducative. C'est une comédie musicale réalisée en 2016 par des élèves du collège André Mauroy de la Saussaye. Saussaye, c'est dans le département de l'Eure, en Normandie. Donc, qui ont créé cette comédie musicale intitulée Roméo et Julien. C'est évidemment une version, alors, on pourrait dire queer ou homosexuel, je ne sais pas.
de la pièce de Shakespeare. Cette comédie musicale, elle a reçu le prix du Refuge Institut Randstadt, initiative contre l'homophobie et la transphobie, en 2016. On a fait rentrer d'ailleurs le dossier documentaire et le prix remis par le Refuge dans les collections du musée, parce que cette comédie musicale, elle a beaucoup tourné en France. C'est intéressant. Alors que les élèves ont été largement, enfin les élèves et leurs enseignants ont été largement sollicités en fait par différents établissements scolaires français pour présenter cette comédie musicale. Autre détournement, ici issu du monde associatif, et là on n'est pas dans l'éducation scolaire mais dans une forme d'éducation populaire, ces cartes et flyers édités par AIDS en 2007. Il s'agit de flyers destinés à la prévention des IST, largement inspirés des fables de La Fontaine, repérés, je pense, même si c'est pas tout à fait La Cigale et la fourmi, c'est pas tout à fait le lièvre et la tortue. Dans tous les cas, on a un détournement d'œuvres faisant partie des classiques du corpus proposé aux élèves, Roméo et Juliette et encore plus Fontaine, reprise dans un processus de renversement de la norme de genre et aussi d'autorité, puisque dans le premier, la pièce de théâtre devient comédie musicale, un genre moins noble, la comédie musicale, que le théâtre, et ici, un élément majeur du patrimoine littéraire francophone est détourné sur des flyers, des documents qui vont courir de main en main et peut-être finir au mieux épinglé sur un mur d'une chambre de lycéen ou d'étudiant, ou au pire dans la rue ou dans une poubelle. Dans tous les cas, cette remise en question de la norme, elle nous semble relever finalement d'une forme de perspective queer du corpus. Pour continuer, donc là, on a parlé je vous ai montré deux exemples qui relevaient donc de l'imagerie scolaire détournée. Je terminerai en m'interrogeant sur la manière dont on peut aussi regarder les images, d'autres images produites par l'école. Les deux cas précédents étaient des détournements explicites qui ne soulevaient pas de difficultés d'interprétation. Je pense que vous êtes d'accord. Mais qu'en est-il des images ambiguës ou à possible double sens? Un double sens qui peut être induit par le contexte oppressif dans lequel les images ont été produites et qui pourrait favoriser le goût de l'allusion. Un exemple que nous, on aime bien au musée, l'album de photographie de l'école navale de Brest, année scolaire 1929-1930, où on trouve donc, là je vous ai mis, alors je crois que c'est des élèves mécaniciens, je ne suis pas sûr, j'aurais dû vérifier, où on trouve donc sur cette photographie de classe, sur la première rangée assise sur des chaises, aux deux extrémités, 4 élèves qui se témoignent, en fait, ou 2 élèves plutôt qui témoignent pour un autre un geste d'affection, vous voyez, en passant le bras sur l'épaule de son voisin. J'ai mis à droite le détail des 2 élèves de gauche, si vous me suivez. On est d'accord sur le fait que ces postures signalent a priori une affection, que je ne nommerai pas, particulière entre les 2 élèves. S'agit-il de témoignages d'amitié ou de sentiments plus appuyés? On se pose la question. Dans le contexte longtemps hostile à l'expression de l'homosexualité dans la société, celui d'une école navale à la fin des années 20, on peut imaginer qu'il est très peu probable, voire impossible, qu'il s'agisse d'une représentation d'affection homosexuelle. Mais en même temps, l'exemple des amitiés particulières, Pierrefitte, de Monterland, etc., qu'on a vu tout à l'heure, des romans d'Esbach, dont je parlais tout à l'heure, peut permettre d'en douter, surtout en contexte éducatif non mixte comme ici. Le sujet n'est pas complètement anodin. Il a récemment fait l'objet d'un ouvrage qui s'intitule Il s'aime, avec un texte introductif de Régis Schlagdenhofen. C'est publié en 2020. C'est un ouvrage qui en fait, propose plutôt des clés de lecture sur toute une série de photographies, un très large corpus de photographies montrant des couples d'hommes dans la seconde moitié du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle,
pouvant exprimer un attachement affectif qu'il est difficile finalement de définir. Dans tous les cas, ces photographies, elles peuvent remettre en cause notre regard contemporain et surtout, elles nous incitent à la prudence et à avoir en tête que la présomption d'hétérosexualité du spectateur peut ignorer les stratégies de contournement potentiellement mises en œuvre par les modèles photographiés dans un contexte oppressif. Dans tous les cas, je me garderai de trancher sur ces photographies, mais on se pose la question, et surtout, je pense que ce type de document peut servir de support à une éducation au regard qui invite à se méfier surtout des automatismes. Alors, de manière plus légère, et là, je dois vous avouer que c'est la facétie des élèves qu'on accueille au musée. Quand on leur montre aujourd'hui ce tableau d'élocution, vous savez, ces tableaux d'élocution, ce sont ces images qui étaient proposées aux élèves. Donc là, on est essentiellement dans les années 50-60 pour des exercices de vocabulaire, d'expression. Ça a été une des spécialités des éditions Rossignol, notamment. Donc, quand on leur montre ce tableau d'élocution édité vers 1965, intitulé « Maman fait des gâteaux », dans lequel bon, nous, professionnels du musée, on ne voyait pas trop d'allusions LGBTI. Plusieurs des élèves nous ont dit « Mais monsieur, c'est un couple de femmes qui prépare des gâteaux pour son enfant. » Bon, en 65, c'est une situation impossible ou très improbable. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, le contexte actuel, qui est celui des adolescents, enfin des enfants et des adolescents de 2020, 21-22, en fait, leur permet ouais, je crois que j'ai été coupé. Attendez. J'ai bientôt fini. Ça doit être un signe. Vous m'entendez toujours? Oui. Donc, le contexte des élèves, en fait, leur permet de faire ce clin d'œil et de s'amuser finalement avec le regard hétéronormatif sur ces collections. Je terminerai avec... Je vais remettre en plein écran, pardon. Je terminerai avec cette image, qui est une affiche de profession de foi pour les élections au Conseil de la vie lycéenne du lycée Jeanne d'Arc de Rouen en 2019, qui témoigne de la manière finalement dont l'éducation à la citoyenneté, en fait, permet aujourd'hui aux élèves de produire leurs propres images de l'homosexualité, enfin des LGBTI et dans un contexte de lutte notamment contre les discriminations. Ici, sur la fiche de gauche, alors qui n'est pas très lisible, vous voyez deux visages esquissés qui pleurent. Le visage de gauche pleure une larme verte et le visage de droite pleure des larmes bleues, roses et blanches, ce sont les couleurs du drapeau trans. Donc, deux préoccupations majeures exprimées ici par les élèves, l'une environnementale, l'autre de lutte contre les discriminations LGBTI. Et puis, sur la fiche de droite, plus lisible, vous voyez en haut à gauche notamment le drapeau arc-en-ciel qu'on a vu tout à l'heure sur les affiches institutionnelles. Donc, une appropriation en fait pleine des élèves pour de ces images. Alors voilà, j'ai terminé ce rapide panorama, je regarde l'heure, je crois que je suis dans les temps. Peut-être que ça vous a semblé un peu décousu. Bon, l'idée c'était de mesurer l'évolution en fait de ces représentations, des évocations littéraires dans un contexte très défavorable de l'après-guerre, jusqu'à la multiplication des images de l'école et par l'école au début du XXIe siècle. On voit bien à quel point ce mouvement, à quel point les représentations précèdent, accompagnent et suivent les évolutions de l'institution. Voilà, j'ai terminé.